navigateur au long cours. Garçon qui a remporté une médaille de bronze au JO de Londres en 2012. Il a participé au JO de Rio en 2016 également. Et puis c'est un garçon qui donne beaucoup évidemment, et on pense souvent que le milieu des navigateurs est un milieu d'égoïstes, où finalement on est un peu tout seul face aux éléments avec voilà, son trimaran ou pas marrant du tout, ça dépend des jours. Et on s'aperçoit quand même que dans ce sport-là comme ailleurs, partager, c'est gagner. C'est ce que va nous dire dans quelques instants Jonathan Laubert. Viens Jonathan. Jonathan Laubert, partager, c'est gagner. Bon, j'espère qu'il vous reste un peu d'énergie, un peu plus que le tapis, parce qu'a priori il a souffert là, pendant toute la séance. Je me cale sur le démarrage. Voilà. J'ai une obsession qui m'habite au quotidien, c'est le partage. Le jour où j'ai compris que je pouvais transformer ma peur de donner en quelque chose de positif, ça a transformé ma vie. Et j'aimerais aujourd'hui partager avec vous ce mode de fonctionnement qui m'a permis à moi de réaliser mon rêve de gosse. Pour ça, on va faire un petit saut dans le passé. On est en 1996. J'ai 6 ans, et je suis un garçon plein d'énergie. J'ai fait plein de sports différents. De la piscine, du judo, du foot, de l'athlétisme, bref, tous les sports classiques que peuvent faire les enfants à cet âge-là. Il n'y en a aucun qui me donne vraiment envie de continuer. Mais à ce moment-là de ma vie, j'habite à Mâcon, donc vraiment très très loin de la mer. Petit clin d'œil pour les navigateurs bretons. Et mes parents m'inscrivent au petit club de voile de la ville, et pour moi c'est une révélation. Je me retrouve sur l'eau, sur mon optimiste, je peux aller où je veux, je n'ai pas les contraintes du terrain, je n'ai pas les contraintes du gymnase, je peux respirer le grand air, et je peux à la fois m'amuser, à la fois avec mes concurrents et avec les éléments. Je trouve que cette activité, elle est fantastique parce qu'elle m'oblige à la fois utiliser le bateau et aussi réfléchir et me mettre au milieu de mon environnement. Comme c'est un tout petit club, j'ai la chance de pouvoir très rapidement goûter à la compétition. Donc les premières compétitions, vous imaginez bien, dernier, mais c'est pas grave, avec le sourire, c'était quand même vachement sympa. Je grimpe tranquillement les échelons et en 1999, j'ai la chance de participer à ma première grande compétition internationale, le championnat du monde en Martinique. C'est la première fois que je me mesure au meilleur des meilleurs dans le monde entier. Il y a des enfants d'à peu près partout de la planète, et c'est l'une des disciplines les plus représentées en voile, parce qu'il n'y a pas encore d'autres bateaux possibles à cet âge-là. Tous les enfants de moins de 14 ans font de l'optimiste. Donc on se retrouve tous au même endroit pour s'affronter pendant le championnat du monde. Je fais une très belle régate, et je gagne même la dernière manche, ce qui me permet de terminer 21e. C'est assez encourageant, et j'ai envie de continuer dans cette voie. Maintenant, on est en 2000. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les Jeux Olympiques, c'était à Sydney. À cette époque-là, j'avais 14 ans. Et pour regarder la télé et regarder les Jeux, il fallait que je me lève super tôt le matin. Donc ce que je faisais, c'est que je descendais les escaliers à pas de loup. J'essayais de ne pas faire de bruit, parce qu'à l'époque, vous imaginez bien, mes parents ne me laissaient pas regarder la télé le matin. Donc je descendais discrètement, j'allumais la télé, je coupais vite le son, et je regardais les Jeux. Et je ne sais pas pourquoi, c'était peut-être un signe du destin ou le coup du hasard, mais c'était de la voile à la télé. C'était la finale, la dernière manche, parce qu'en voile, une course, ça se dure à peu près sur une semaine. Et là, c'était la dernière manche de la finale en laser, qui veillait s'affronter Ben Hensley, l'anglais, et Robert Sheik, le brésilien. C'est les deux plus grandes légendes de notre sport. C'était une course particulièrement excitante, parce que c'était le remake de la finale d'Atlanta 96, où les deux mêmes champions s'étaient retrouvés dans la même situation, et c'est le Brésilien qui s'était imposé. Cette fois-ci, l'Anglais domine la manche complètement, il la mène de bout en bout, et il maîtrise parfaitement le Brésilien pour s'imposer et gagner sa première médaille d'or. À partir de là, je sais que je veux aller au jeu, moi aussi, et que je veux gagner une médaille. Je mettrai tout en place pour y arriver. Donc là, on est en 2004. J'ai un petit peu grandi, et à ce moment-là, moi aussi, je fais du laser. J'arrive sur le circuit olympique. Alors au début, je ne vous cache pas, c'est assez compliqué. J'ai vraiment du mal à rentrer dans les 50 meilleurs mondiaux. Mais mes bons résultats me permettent quand même d'intégrer l'équipe de France Espoir, c'est-à-dire les petits jeunes qui s'entraînent au contact de l'équipe de France, et de progresser à leur côté. En 2006, j'ai encore grandi, et je deviens un peu trop grand pour le laser. Et je commence à m'intéresser de près aux FIN. C'est la catégorie supérieure. C'est un bateau qui m'a toujours fasciné parce qu'il était aux Jeux Olympiques depuis 1956. Il a traversé les âges, il a su évoluer, et surtout, il a vu passer les plus grands champions de la voile internationale qui ont ensuite gagné la Coupe de l'America ou la Volvo Ocean Race, pour ceux qui connaissent un petit peu le monde de la voile. Donc je vais voir la fédération et je leur dis que mon projet, c'est de changer de support et de partir dans cette nouvelle discipline. La réponse que je reçois, elle est catégorique, c'est un non.
tu restes au service de l'équipe de France. Comme tu as un gros gabarit, tu vas vite dans la brise, et donc tu permets d'être un super étalon pour les gars de l'équipe de France. Je les regarde et je leur dis non. C'est pas du tout ça que j'ai envie de faire. Donc contre l'avis de l'entraîneur, contre l'avis de la fédération, je décide tout de même de changer de catégorie et de me débrouiller tout seul. Donc à ce moment-là, je passe en FI. C'est ce bateau-là. C'est un bateau extrêmement compliqué, avec beaucoup de réglages et qui est assez technique. La première chose, c'est que déjà, il faut monter au gabarit. À l'époque, quand je change, je fais 87 kg et le gabarit idéal en fine, c'est plutôt 100 kg. Donc déjà, il me manque 10 kg pour pouvoir manier la bête. À force de travail pendant l'hiver, d'exploration, d'entraînement seul dans la baie de La Rochelle, j'arrive petit à petit à apprivoiser le bateau et à progresser. Donc là, on arrive à la première compétition de l'année, c'est en mars, à Palma. C'est la première compétition internationale où tout le circuit mondial se retrouve. Et sur la première manche, je gagne la première manche. Fantastique, quel début. Je ne suis pas très performant au près. Au près, c'est quand on remonte face au vent et qu'on fait des zigzags, pour ceux qui ne connaissent pas la voile. Par contre, je montre une superbe technique au vent arrière. Le vent arrière, c'est quand on a le vent qui nous pousse pour faire la deuxième partie du parcours. Cette technique me permet de gagner la première manche et surtout d'être remarqué par pas mal de mes concurrents. Comme je suis tout seul, j'ai besoin de progresser et d'apprendre des meilleurs. Donc j'arrive, je vais voir le Hollandais, qui est à l'époque numéro 2 mondial, et je lui propose d'être son partenaire d'entraînement pour la fin de la préparation pour les JO de Pékin 2008. Entre nous, le deal est simple. Il me prête son deuxième matériel, il m'explique comment ça fonctionne, et moi je lui explique comment faire du vent arrière pour aller aussi vite. Parce que je l'ai passé 2-3 fois sur l'eau et ça l'a légèrement énervé, mais il avait bien repéré qu'il y avait quelque chose à récupérer. À ce moment-là, pour moi, c'est génial parce que j'apprends beaucoup plus que je ne donne. Donc c'est plutôt un process intéressant. On arrive après les Jeux de Pékin et là, on va lancer la campagne de Londres 2012. Donc là, je suis arrivé au bout de ce que je pouvais faire tout seul et je retourne voir la fédération en leur disant que ça y est, je suis prêt à me lancer dans la campagne de Londres 2012 et que j'ai besoin d'un accompagnement, besoin d'un coach et de pouvoir faire une vraie campagne olympique pour espérer gagner une médaille. La fédération, elle me dit « Ok, 2 conditions. Première condition, tu restes dans le groupe espoir. C'est-à-dire que tu n'es pas financé à 100%. En gros, 1/3 de ce qu'il faut pour faire l'ensemble de la campagne. Deuxième chose, il va y avoir Thomas, un coureur de l'équipe de France de laser, qui lui va passer en fine maintenant. Et lui, il sera numéro 1, il sera équipe de France. Donc ce que tu vas devoir faire, c'est que tu vas devoir lui expliquer comment fonctionne le bateau. Tu vas devoir lui expliquer et lui apprendre tout ce que toi, tu as appris pendant 2 ans tout seul. Et tu vas devoir lui expliquer. Ce qu'il faut bien comprendre en voile, c'est que pour aller aux Jeux Olympiques, il faut être le numéro 1 français. Il n'y a qu'une seule place. Dans ce sport, il n'y a pas 2 Français au jeu, il n'y en a qu'un seul. Donc en gros, là, ce qu'on me dit, c'est que le gars, il n'a jamais navigué sur le bateau, il ne connaît pas le bateau, et donc il est déjà numéro 1 dans l'esprit de la Fédé. Moi, je suis numéro 2, et en plus, il faut que je lui explique tout comment ça fonctionne. Vous imaginez, la pilule est vraiment dure à accepter. C'est à ce moment précis que je décide de positiver la situation. Là, je me dis que tout ce que je vais lui apprendre, tout ce que je vais lui donner, eh bien, ça va me permettre, moi, de progresser. Et en fait, ce qui se passe, dans un premier temps, c'est une véritable prise de risque. Petit clin d'œil à CAF. Parce que, dans un premier temps, je lui explique les choses. Donc forcément, il va beaucoup progresser et il me rattrape. Mais je me rends compte qu'à chaque fois que je lui explique un concept, une technique, une méthode, un réglage, je suis obligé d'abord, moi, de savoir un petit peu comment je fais, d'essayer de l'analyser. Et à chaque fois que je fais ça, déjà, moi, je suis en train d'apprendre sur ma propre façon de fonctionner. La deuxième chose qui est extrêmement intéressante, c'est qu'à chaque fois qu'il utilise quelque chose que je lui ai donné, eh ben, je peux voir tout de suite ce qu'il fait bien ou pas bien. Et tout ce qu'il fait de bien, ben, je peux l'ajouter à ma technique. Ce qui me permet encore, moi, de progresser. Ce type de fonctionnement nous permet très rapidement de passer de la 20e place mondiale à dans le top 10 de manière très très régulière, rentrer dans le top 5 de façon occasionnelle et d'espérer toucher le podium. Là, on est en 2010, c'est-à-dire 2 ans avant les Jeux. La dernière étape, on sait que pour pouvoir espérer monter sur le podium aux Jeux, il faut qu'on progresse sur le matériel. Donc pour faire ça, nous les Français, on n'est pas capable de le faire tout seul. Il va falloir de nouveau qu'on collabore avec d'autres équipiers. Et on décide de travailler avec le Finlandais et le Suédois, qui ont une relation particulière avec la voilerie finlandaise. Et on décide de développer ensemble des voiles et essayer d'optimiser pour avoir la meilleure voile possible pour le plan d'eau des Jeux à Londres en 2012. Au début, entre nous, le contrat est clair. On doit partager uniquement sur le matériel. C'est-à-dire qu'on s'entraîne ensemble, on fait les débriefings, on parle de réglages, de techniques.
comment un petit peu on a réglé les voiles et on fait des essais, on choisit un étalon et on peut se jauger les uns par rapport aux autres. Ça nous permet d'apprendre comme ça et d'essayer de développer petit à petit pour essayer d'obtenir la meilleure voile possible. Le problème, c'est que dans les échanges, je sens une certaine réticence de la part des deux Nordiques. Et c'est à ce moment-là que je décide d'aller plus loin. Et là, je leur donne des astuces sur le portant. Je leur donne des astuces sur ma technique. Je leur donne un petit peu de ce que je sais faire, parce que je suis vraiment une référence dans ce domaine-là. Et je sais qu'ils essayent tous d'imiter et de copier ma technique, parce qu'à cette époque-là, j'ai vraiment un step d'avance sur eux. Et en offrant un petit peu plus comme ça, la collaboration se met en place. Et à partir de là, on a réussi à vraiment créer une relation de confiance très très forte, ce qui nous a permis, dans les 6 mois avant les Jeux, de garder un groupe extrêmement fort et soudé, alors que la plupart des autres concurrents, une fois que les sélections ont été faites, se sont retrouvés seuls, et très très méfiants vis-à-vis de la concurrence, en essayant de garder tout ce qu'ils avaient appris pour surtout pas faire progresser les autres et avoir une chance de gagner une médaille. Nous, on a collaboré jusque la veille des Jeux. On était tous les 3 à l'entraînement, ensemble, sur le plan d'eau des Jeux. Et ça, pour la concurrence, ça a été un sacré coup dur. Donc là, maintenant, on est en décembre 2011. On est à Perth, en Australie. C'est la dernière épreuve qualificative, le championnat du monde. Et c'est sur cette épreuve qu'on va savoir qui va aller aux Jeux Olympiques entre Thomas et moi. C'était un championnat très très compliqué parce qu'on était à Perth, à Fremantle, à côté de Perth. C'est un endroit où il y a énormément de vent. Donc ça a été un championnat très très physique. Et à l'issue de ce championnat, j'arrive à terminer 4e et je gagne ma place pour les Jeux de Londres 2012. Donc j'ai réussi à faire chuter le numéro 1. Donc pour elle. Et le plus fort, c'est qu'on rentre à terre et donc forcément avec Thomas, on se voyait tous les jours, on s'entraînait tous les jours, on était partenaires, adversaires. C'était une relation assez particulière qu'on avait réussi à mettre en place pendant 4 années. Et là, il vient me voir et il me dit écoute, John, je vais rester avec toi et je vais t'aider à te préparer. Je vais te pousser tous les jours et je vais t'aider à te préparer jusqu'au bout parce que j'ai envie d'aller jusqu'au bout de l'aventure avec toi. Et ça m'a énormément touché parce qu'il faut bien comprendre la position de Thomas. Thomas, il a été remplaçant pour les Jeux d'Athènes. Il a été remplaçant pour les Jeux de Pékin. Il a été remplaçant pour les Jeux de Londres. Donc ça faisait 3 fois qu'il était 2e, qu'il échouait aux portes des Jeux Olympiques, qu'il avait donné 4 années de sa vie à chaque fois, sans jamais pouvoir aller aux Jeux Olympiques. Il aurait très bien pu jeter les plonges et s'en aller. Mais on avait réussi à créer quelque chose de plus grand et de plus fort, et il avait envie d'aller au bout de l'histoire. Et ça, c'est un truc qui m'a énormément touché, parce que c'est ce qui m'a permis, à coup sûr, de décrocher la médaille à la fin, surtout dans les 6 derniers mois, quand j'ai eu des fois des coups de mou, et il m'a boosté. Et, c'était lui le meilleur sur l'eau, et qui m'a fait douter, et qu'à chaque fois on rentrait, il me poussait pour aller plus loin. Et là, je vais vous raconter une toute dernière anecdote, très particulière pour moi, pendant les Jeux de Londres en 2012. On est le jour de la finale. Ça fait déjà 10 jours qu'on s'affronte sur l'eau. On a déjà fait 10 manches. Et là, il reste une manche, c'est ce qu'on appelle la medal race. Le matin de la medal race, on est sur la cale. On attend notre tour pour aller faire la course finale, parce que les courses finales, on les fait plus près de terre pour que le public puisse assister à la course. Surtout en Angleterre, parce qu'ils sont absolument fans de voile. Et là, je suis sur la cale, je suis 4e. Je sais que je ne peux pas être champion olympique, je sais que je ne peux pas être médaille d'argent non plus. Je suis 2 points derrière le Hollandais qui est 3e, le fameux Hollandais avec qui je me suis entraîné pour les Jeux de Pékin 2008. Et je suis égalité de points avec le 5e et 1 point seulement devant le 6e. Donc en gros, je sais que je peux faire entre 6 et 3. Mais il faut que je fasse vraiment une course parfaite pour avoir vraiment une chance de monter sur le podium, parce que le Hollandais, il est vraiment très très fort. Donc là, je suis un peu tendu. Et à côté de moi, j'ai Ben Hensley. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est celui que j'avais vu à la télé en 2000, quand j'avais 15 ans. Sauf que lui, entre-temps, il avait déjà gagné une médaille d'or à Pékin, une médaille et il avait une médaille d'or à Athènes. Donc là, il jouait sa 4e médaille d'or. S'il gagnait sa médaille d'or chez lui en Angleterre, il allait rentrer dans la légende de notre sport en devenant le plus grand médaillé de tous les temps. Et en plus, c'était chez lui à la maison. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il était porteur de la flamme olympique. La voile en Angleterre, c'est un sport majeur. C'est vraiment un sport qui ramène beaucoup de médailles et qui porte les foules. Donc la pression sur ses épaules, elle était gigantesque, elle était énorme. Il savait qu'il n'aurait pas d'autre chance après ça. Et donc pour détendre l'atmosphère, je le regarde en rigolant et je lui dis « Ben, tu sais qu'il y a 12 ans, je t'ai vu à la télé et c'est toi qui m'as donné envie d'être là. » Et là, malgré toute la pression qu'il pouvait avoir sur les épaules, il m'a simplement regardé et il m'a dit « Tu sais, si tu navigues comme tu sais naviguer d'habitude,
Je suis persuadé qu'on sera sur le podium de mon table ce soir. Et j'ai fait la plus belle course de toute ma carrière. Je me suis senti vraiment libéré. J'avais l'impression que rien ne pouvait m'arriver. En gros, j'avais été adoubé par le maître. Et je fais la plus belle course de toute ma carrière. Je la mène les 3 tours de la finale olympique de bout en bout. Et au bout du suspense, j'arrive à mettre suffisamment de bateaux entre le Hollandais et moi pour pouvoir décrocher cette magnifique médaille de bronze. Et je terminerai juste cette intervention par une petite chose. J'aimerais que chacun de vous réfléchisse à une chose, un apprentissage, quelque chose que vous maîtrisez vraiment très bien, que vous avez au fond de vous, et que vous choisissiez une personne avec qui vous aimeriez la partager. Ça vous permettra ainsi de découvrir la puissance du partage et de tous les bienfaits que vous allez pouvoir en sortir. Merci à tous. Merci à Jonathan Laubert. Merci John.